Moi, je me suis toujours dit, je ne sacrifierai pas ma carrière sur l'autel de la famille, mais je me dis en même temps, je ne sacrifierai jamais la famille sur l'autel de la carrière. Je trouverai un équilibre parfait qui va être en accord avec mes valeurs, avec mon aspiration, avec qui je suis, puis je ferai valoir ça. Et je dis, tout ce que je le fais pour la génération future, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui aime se cacher, mais si j'ai accepté d'être sous les rampes des journalistes. Pour moi, la famille, c'est sûr que, indubitablement, c'est la priorité. Et s'entourer d'un bon réseau d'amis, un réseau bien diversifié. Donc moi, par exemple, j'ai un réseau très diversifié. J'ai des personnes qui s'occupent juste, des personnes qui m'aident juste à garder mon enfant. J'ai des personnes à qui, si j'ai peut-être une information à demander, je vais aller les demander. Fait un réseau bien diversifié de bonnes personnes, de personnes fiables et de personnes de confiance. Donc voilà, c'est ce que je pourrais rajouter. Diversité Québec et Afrique Love organisent la 9e édition du Week-end de la femme. Un événement exceptionnel qui rassemble toute la communauté québécoise, du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2024. 3 jours d'activités uniques vous attendent. Débutant avec une grande conférence réunissant des panélistes inspirantes et des leaders charismatiques. Plongez ensuite dans l'excitation d'un match de soccer. Ensuite, célébrer l'excellence féminine lors du Gala des Awards. Et enfin, participer à une rencontre de réseautage inoubliable autour du bouillon au restaurant Le Lion Blanc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. C'est donc parti pour le deuxième panel de cette conférence qui rentre dans le cadre justement des activités du week-end de la femme. Je reçois donc avec plaisir Dr Adèle Simo-Tchatchoua, qui est docteur en sociologie du travail et des organisations. Elle est enseignante, PDG de Pro Carrière Conseil et comme le soulignait Léonie, du Lion Blanc. On l'applaudit s'il vous plaît. Juste à ma droite, le professeur Joyce Dorba, qui est docteur en médecine. Elle est docteur en santé publique et économiste de la santé et professeur titulaire à l'université Laval. On applaudit madame. Mesdames et messieurs, nous sommes en plein dans les meilleurs outils qui favorisent l'excellence entrepreneuriale et le leadership féminin au Canada. Et je vais, pour commencer cet échange, me retourner vers Dr Adèle. Un parcours atypique et singulier que nous souhaiterions bien que vous partagiez avec nos écoutants qui sont là. On devrait commencer normalement par ça. Merci beaucoup, Dr Love. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les invités, aux personnalités. Bonsoir à tous et merci infiniment d'avoir répondu aussi massivement à cette invitation. Parlant de mon parcours, oui, comme Dr Love l'a dit, c'est un parcours vraiment atypique, oui. Là, dans mon cas particulièrement, on est dans un parcours atypique. Parcours atypique, pourquoi? Je tiens déjà à souligner, je suis originaire du Cameroun, puis je suis aussi française par naturalisation, donc comprenez que je suis passée par la France pendant mon parcours scolaire. Donc au départ, j'étais vraiment attirée par le droit. Donc je me suis dit, je nourrissais vraiment le rêve de devenir avocat ou une grande personnalité juridique dans mon enfance et tout. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que non, finalement, c'était pas ce que je voulais. Donc ceci dit, j'avais déjà obtenu une licence en droit. Alors quand je suis arrivée en France, mes rêves ont changé, voyons comment la société fonctionne, et mes valeurs et tout. Je me suis dit, est-ce que le droit, c'est vraiment ce que je vais faire? Je ne suis pas sûre. Donc en ce moment, je me suis fait réorienter. Et lorsque je faisais ma réorientation, je me rends compte que j'avais beaucoup plus une attirance pour les ressources humaines ou les sciences humaines. Donc c'est ainsi que je recommence un autre parcours en sociologie. Et là, j'ai eu une maîtrise en sciences du travail.
Et après la maîtrise, vous savez, des fois, il y a une période, lorsqu'on est diplômé, on se demande, ben, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite. Après la maîtrise, je suis un peu attirée par la politique. Donc, je m'inscris en sciences politiques et puis j'obtiens encore une autre maîtrise en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Et moi, je suis une personne qui aime le savoir. Je suis fascinée par le savoir. Donc, c'est pourquoi je veux toujours... Je suis en quête perpétuelle du savoir. Et là, je m'ennuie un tout petit peu. Je me suis dit non, je sentais que j'avais beaucoup de choses à donner. Je restais toujours sur ma faim après tous ces diplômes et tout. Et un jour, j'ai rencontré une prof qui m'a dit, Adèle, je vois en toi des grandes capacités d'analyse. Je te vois docteur, il faut que tu t'inscris au doctorat. Je dis, vous êtes sûr? Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire une oui? Donc, c'est cette personne qui a vraiment, elle a cru en moi. Et puis, elle m'a exhorté à déposer un projet de thèse qui a été accepté. Et c'est là que je me retrouve en doctorat en sociologie, et plus particulièrement en sociologie du travail. Pourquoi sociologie du travail? À l'époque, j'étais en France. Quand j'ai terminé mes études, j'essayais de m'insérer sur le marché du travail. Mais là, j'avais des difficultés. Étant jeune, je me demandais, mais pourquoi tant de difficultés pour les jeunes à intégrer le marché du travail et dans leur domaine d'activité? Et c'est là que je décide d'étudier, de faire une thèse là-dessus, sur les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. Et à l'époque, j'avais choisi un secteur d'activité, la restauration. Donc, des fois, vous comprenez pourquoi j'ai ri, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un lien. Il y a un lien, c'est là, ça fait pas longtemps que j'ai compris ce lien. Ça fait quelques jours que je réalise, mais tiens, j'ai fait ma thèse sur le secteur de la restauration. Aujourd'hui, je suis copropriétaire d'un restaurant. Bon, c'est... Propriétaire ou alors copropriétaire d'un restaurant où? À Québec? Ouais. Et donc, là, je vais aller très rapidement, oui, parce que ben, je sais que le temps passe et tout. Et sachant que j'avais un projet d'immigrer au Canada, et ayant commencé un doctorat en France, j'ai essayé de trouver une stratégie. Et comme en toute chose, hein, c'est très bien de toujours mettre en place des stratégies. J'ai trouvé une stratégie de co-direction à l'Université Laval pour me permettre de m'intégrer facilement à Québec. Et la co-direction a été difficile à établir, mais finalement, on a pu l'établir. Et c'est ainsi que j'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a 10 ans, en co-direction avec l'Université de Strasbourg et l'Université Laval en France. Et j'ai eu la grâce de tomber sur une directrice de thèse qui a été là, qui était très soutenante, qui m'a appris beaucoup de choses. Et grâce à elle, j'ai pu être chargée de cours dans mon département. Ça fait depuis 2017 que je suis chargée de cours. Et étant chargée de cours, mais j'essayais toujours, tu sais, je vous ai dit, j'ai un goût pour le savoir. Je me suis dit, ben là, je me retrouve dans un département de sciences de l'éducation, je suis sociologue et tout. C'est sûr qu'il me manque quand même un bout parce que j'étais en orientation plus précisément. Donc je me dis, ça me manque un bout pour vraiment être au top dans les compétences. Je m'inscris en maîtrise en sciences de l'orientation. Parce que cette maîtrise devait me permettre de cumuler toutes les compétences nécessaires pour exercer efficacement mon emploi. Et voilà, je me suis inscrite en maîtrise, j'ai acquis des connaissances et aujourd'hui, je suis conseillère en gestion des ressources humaines au ministère de l'Agriculture aussi. Je travaille à la direction, au cabinet du sous-ministre. Donc voilà. Et en bref, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pourrez me poser vos questions. Les questions vont simplement suivre. Ouais. Voilà. Et on peut l'applaudir, un parcours vraiment remarquable. Elle est éprise, elle est passionnée par les savoirs et on sait bien que les savoirs donnent les avoirs et les avoirs donnent le pouvoir. Voilà. Alors, professeur, je vous retourne la même question. Ben, je partage avec Adèle, que je connais, mais je ne connaissais pas les détails de sa vie. Donc, je partage avec toi deux caractéristiques que tu viens de nommer. Un parcours atypique et puis le goût du savoir. Je pense que j'aurais pu écrire sur
sur mon passeport, sur mon CV à vie, étudiante. D'ailleurs, si quelqu'un veut payer quelqu'un pour étudier à vie, je donne ma candidature, là, passionnée de savoir. Et passionnée de savoir, mais mes entrailles vivent pour aider, pour sauver, ce qui a naturellement orienté mon choix pour la médecine que j'ai commencé dans un pays en Afrique de l'Ouest, le Togo. En particulier la pédiatrie que j'ai poursuivie en France à Poitiers. Et je me suis spécialisée, mais je me suis rendu compte que quand j'étais à Poitiers, je me suis rendu compte qu'en 2 ans et demi de spécialisation en pédiatrie à Poitiers, j'avais signé un nombre de décès, à peu près 2,5 de décès qui étaient prévisibles d'enfants. Et ce nombre de décès, moi, je l'avais en une demi-heure de garde dans mon pays au Togo. Donc je me suis dit, il y a des inégalités et ce n'est pas parce qu'on ne forme pas des médecins, mais c'est parce que certainement, il y a un système qu'on doit pouvoir réformer. Alors je me suis dit, je suis bien utile en France, mais je vais peut-être aller sauver les enfants de chez moi. Et je me suis rendu compte que l'une des façons de les sauver, c'était de réorganiser le système. Et donc, je suis allée chercher à réorganiser les systèmes de santé en faisant un doctorat en santé publique. Avant ça, j'avais fait l'économie de la santé parce que j'étais déchirée en moi de voir un parent venir avec son enfant et puis on lui dit, ben, vous n'avez pas d'argent parce que, Madame le ministre, il n'y a pas le système d'assurance maladie universelle dans la plupart de ces pays. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai fait de l'économie de la santé pour voir, parce que quand le veuille ou pas, il faut que quelqu'un paye, qui va payer. Donc, voilà, je suis allée comprendre que, dans le fond, les gens, lorsqu'il y a des logiques irréconciliables, d'un côté la compassion, de l'autre côté la rentabilité, ce n'est pas nécessairement opposable à toutes les fois. Donc, moi, je me suis mise hybride pour comprendre les deux parties. Et c'est là aussi, je partage avec toi, Adèle, le fait de saisir les opportunités, parce que j'ai eu un maître, paix à son âme, Momena à Dakar, qui m'a dit, tu as le profil pour continuer, tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Je ne suis pas sûre que j'avais prévu ça, mais ben, j'ai eu une bourse, je suis venue à l'Université de Montréal en 2005, et puis avec ma valise prête derrière la porte, je finis mon doctorat, je m'en vais sauver les enfants d'Afrique, et me voici. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a des parcours qu'on se trace, et puis des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon premier enfant très grand, prématuré. Il est né à 26 semaines. Il pesait 750 grammes. Donc, il aurait pu mourir en tout temps. Et que, voilà, ma valise a été défaite rapidement et elle n'a jamais été refaite. Mais ça a été pour moi une grande opportunité. Le Canada m'a quand même offert des soins. Ok, là, vous n'en faites pas, il est un grand garçon, gaillard. D'ailleurs, avant-hier, il a eu ses 15 ans. Il est charmant, je vous dis pas. Il est beau, je vous dis pas. Fait que voilà, donc pour faire bref, je suis venue, j'ai saisi l'occasion, j'ai fait un doctorat à l'Université de Montréal. J'ai été recrutée comme professeur à l'Université Laval, après un postdoc. En bref, les Camerounais m'appellent long crayon. C'est-à-dire la personne qui a trop étudié. Mais je me définis comme une femme issue de l'immigration noire, comme une mère de famille. Je me définis avant tout comme un être plein de compassion. Et voilà, totale admiration, professeur. Moi, je vous définis tous les deux et je définis toutes les autres grandes dames qui sont dans cette salle comme des dames qui osent, qui innovent et qui proposent. Comment est-ce que vous vous comportez généralement lorsque vous voulez engager une initiative et que monsieur est hésitant, qui ne vous encourage pas? Quelles sont les astuces que le professeur que vous êtes développe à ce moment-là pour le convaincre de vous suivre? Lorsque monsieur ne m'encourage pas, je l'encourage à m'encourager. Mais pour dire vrai, c'est pas nécessairement une situation, c'est pas du vécu,
On dirait que j'ai un fan club ici. C'est pas nécessairement du vécu, mais j'ai quand même une assise dans la communauté et puis j'entends des histoires et je suis arrivée à une conclusion. Je suis arrivée à comprendre on peut faire des choses aux gens lorsque on identifie leurs forces au lieu de leur pointer leurs faiblesses. Ceci dit, il y a des limites à ne pas dépasser, d'accord? Il y a des limites du tolérable et de l'acceptable, mais dans la mesure du possible, il faut voir en la personne qui s'oppose à vous, il faudrait essayer de comprendre c'est quoi les motivations profondes, d'accord? Et essayer d'aller au-delà de ces motivations, de ces craintes, et puis de rassurer, d'aller renforcer l'estime de soi, et puis d'avoir en cette personne un allié. Et j'aime bien le partnership, l'allié dont on parlait les précédents panélistes, parce que moi je vois ma vie et mes meilleurs alliés ont toujours été des hommes. En commençant par mon père, si je suis où je suis, et je pense qu'on le dit, tout le monde va le dire, mais la famille est importante. Donc les femmes et les hommes, c'est les personnes qui sont ici, rappelez-vous que vous transmettez un message aux plus jeunes de la façon dont vous vous comportez. C'est fondamental. Donc j'ai eu mon père, on va parler de femmes, on dit à la caméra. Là, c'est bizarre, je me rends compte que je suis un être humain parce que je sens un trémolo dans la voix, ça veut dire qu'il y a des émotions, mais je vais assumer le fait d'être un être humain, d'accord? Donc, j'ai mon père qui est aussi très, c'est un érudit, c'est un intellectuel, mais je le voyais à la cuisine, et je parle d'Afrique, là, je ne parle pas d'ici, là. Donc, je n'ai pas eu un modèle de père macho. Ça m'a aidé. J'ai des alliés, j'ai des collègues, c'est caricatural, mais des fois, avant de partir en mission, moi, je vais être celle je vais faire la cuisine. Si je pars 10 jours, je vais cuisiner pour 10 repas x3, juste pour avoir la paix pour partir, la paix dans la tête. Mais les études ont montré que même en cela, la femme qui part va toujours se sentir plus coupable que lorsque c'est un homme qui part, en général. Il y a des exceptions. Mais j'ai eu des collègues formidables qui ont été là pour rassurer et qui ont été là pour aider à passer cette étape de culpabilité. Donc, essayons d'avoir des alliés. Encore une fois, je vous dis pas de dépasser l'intolérable. Parce que je pense que pour les chrétiens, il y a un seul qui a été crucifié. On ne va pas se laisser crucifier pour sauver quelqu'un. Mais est-il que dans la mesure du possible, identifions ses forces, encourageons-les, mettons-les de notre côté, ok? Et puis si c'est possible, on y arrive. Si ce n'est pas possible. Et aussi, j'aimais le mot équilibre. Moi, je me suis toujours dit, je ne sacrifierai pas ma carrière sur l'autel de la famille. Mais je me dis en même temps, je ne sacrifierai jamais la famille sur l'autel de la carrière. Je trouverai un équilibre parfait qui va être en accord avec mes valeurs, avec mon aspiration, avec qui je suis, puis je ferai valoir ça. Et je dis, tout ce que je le fais pour la génération future, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui aime se cacher, mais si j'ai accepté d'être sous les rampes des journalistes, parce que je veux que ma fille sache qu'elle est capable. Vous parliez tantôt d'alliés. Je vous rassure que vous en avez recruté pas mal dans cette salle. Je vois des hommes qui sont déjà prêts à être à vos côtés comme des alliés. Hein? Beaucoup d'autres choses. Eh bien, docteur Adel Tchachoua. Oui, docteur, non. Je vous retourne cette question, mais je vous donne juste une minute. Parce que là, on peut y aller. Docteur Joyce a tout pris ça. Voilà. Alors, la même question pour vous. Pour moi, comment tu me formules la question? Oui, comment est-ce que vous conciliez vos activités académiques, professionnelles, entrepreneuriales avec la famille? C'est vraiment compliqué.
très très difficile. Dans un contexte comme celui-ci, où le rôle de la femme est encore trop considéré comme à l'époque de la société traditionnelle. Des fois, je dis à l'époque de la Pietaï, surtout lorsqu'on a un mari qui, comprenez ce que je veux dire, tous les hommes affirmés dans la salle, ils comprennent ce que je veux dire. Il a disparu d'un seul coup, hein? Comme un éclair. Rassurez-moi, il n'est pas là. Hein. C'est ça, on est sorti déjà. On l'a fait sortir. C'est bien comme il est parti. Oui. Mais je vous dirais, c'est pas un pari gagné d'avance. Je vous dirais. Bon, tout dépend de la configuration de la famille. Mais dans mon cas particulièrement, c'est sûr que mon mari, lorsque je viens avec un projet, il faut que j'essaie de le convaincre. Pour qu'il comprenne, est-ce que ce projet, quel est le bien fondé de ce projet? Est-ce que ce projet va contribuer à notre bien-être ou bien est-ce qu'il va nous déstabiliser? Il faut qu'il comprenne. Il faut lui faire comprendre quelle est la vision que tu as derrière, quels sont tes objectifs, où est-ce que tu nous amènes. Et surtout, établir un plan financier clair. Est-ce que les finances de la famille vont en souffrir ou est-ce que ça va plutôt nous rapporter plus d'argent? Donc là, il faut vraiment trouver un compromis. Il faut, ce que je vois, c'est aussi l'impliquer dans le projet parce qu'il aime tout savoir ce qui se passe. Il faut qu'il comprenne tout avant de prendre une décision. Je confirme. Il faut qu'il comprenne tout et c'est tout à fait normal de l'impliquer. Vous avez parlé tout à l'heure d'alliés. Mon mari, c'est l'un de mes puissants alliés. Des fois, quand j'apporte un projet, il peut être réticent au départ, mais c'est à moi de le convaincre. Je lui fais voir que derrière ce projet, il y a une grande vision. Derrière ce projet, on peut améliorer notre qualité de vie. Il y a une vision, une grande vision derrière ce projet. Parce que parfois, il peut être duplicatif, mais c'est à moi qui apporte un projet de le convaincre et de trouver la bonne façon de communiquer surtout avec lui. Parce qu'il faut savoir quand lui présenter le projet. Des fois, non, mon secret est révélateur de plusieurs cas ici. C'est pas juste moi, c'est sûr que c'est mon cas, mais ça peut être le cas des autres. Et je partage aussi en même temps les clés. Parce que je ne vais pas me mettre à lire ce que la littérature fait. Là, je parle du concret, d'un cas du vécu. Tu sais, dans la littérature, on va dire beaucoup de choses, mais je pense qu'en partant du vécu, du concret, du terrain, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est ça. Donc vraiment, présenter un projet réaliste, savoir bien communiquer et troisièmement, trouver qu'on puisse arriver à un bon compromis. Très bien. Léonie, la au niveau du chrono, combien de minutes? 10 minutes d'abord. Jeune. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je suis déjà très ravie parce que je viens d'arriver au Canada et d'être parmi cette grande femme et déjà, merci vraiment pour le chemin que vous me montrez. Alors, étant encore célibataire, et j'aimerais savoir... étant encore célibataire, quand j'entends mes mamans dire qu'elles sont docteurs, elles parviennent à gérer la famille, elles parviennent à gérer les enfants, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour gérer vraiment l'éducation des enfants, parce que je viens d'Afrique et je pense qu'en Afrique, on met plus la priorité sur l'éducation des enfants que par rapport à sa carrière. Donc, aidez-moi vraiment à ce niveau. En passant, je suis ingénieur de formation au Cameroun en construction mécanique. Donc, alors, pour ça, ok. Je vais essayer d'être rapide, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, c'est sûr qu'il faut être réaliste par rapport à ses ambitions personnelles. Moi, il fut un moment où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment gérable? C'est sûr que sans le parcours que j'ai eu, sans les enfants, peut-être que je serais encore plus loin. Mais des fois, c'est-à-dire, c'est quoi tes ambitions? Et puis être réaliste par rapport, toujours l'équilibre ambition-valeur. Deuxième chose fondamentale, c'est il y a un système qui est en place ici et il faut le connaître et il faut pouvoir
profiter des bonnes choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2009, j'ai eu mon premier prématuré. J'avais droit à un congé maladie sur ma bourse, mais j'avais la mentalité de l'imposteur. Je me suis dit, ben non, il faut que je finisse. Fait que j'allais à l'hôpital le matin, le soir, je venais terminer ma thèse. Conséquence et épuisement. Il y a un système ici qui t'offre la possibilité d'avoir un congé maternité. Profites-en. Mais on va dire, oh, ben, ils vont penser que les Africains, ils font beaucoup d'enfants. C'est pas grave, c'est pas grave. À un moment, c'est en France, ça, c'est en France. C'est en France, ok, on va laisser les Français. On va tutoyer les Français ce soir. Donc, mais c'est fondamental en plus, de la connaître marraine, ça. elle nous arrive de la France. Voilà. Et puis, de vraiment bénéficier de ces avantages sans s'épuiser. Parce qu'après tout, c'est le corps qui va porter ça. Et le dernier, c'est avoir un réseau. Être s'entourer. Donc, il y a des gens, je pense, Shirley disait, elle a sa mère, elle a ses sœurs. Certains d'entre nous n'ont pas ces personnes, mais on a des figures paternelles, on a des mères, on a des amis. Moi, j'ai des gens avec qui je peux laisser mes enfants et puis partir une semaine, le cœur tranquille. C'est des trésors, c'est des richesses. Créez-vous un réseau. Un danger, c'est de s'isoler. Dans tous les domaines là, évitez l'isolement et puis soyez en équilibre avec vos valeurs, puis tout va bien aller. On se donne rendez-vous sur la prochaine conférencière. Nous serons carrés avec l'Université Québec et à Flore. Eh bien, oui, quelques secondes. Oui, merci, docteur. Joyce a déjà presque tout dit dans son discours, mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment d'établir les priorités dans son ménage. Moi, par exemple, j'ai un petit garçon de 4 ans, mais c'est ma priorité au-dessus de tout. Ça, c'est ce qui passe avant tout. Je ne suis pas en train de dire que je ne vais pas développer mes business parce que j'ai un petit garçon de 4 ans. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce qu'il faut s'assurer? Il faut s'assurer. Est-ce que mon petit garçon a tout? Est-ce qu'il est bien autour de la garderie? Est-ce qu'on l'a lavé? Est-ce qu'il dort et tout? Donc, c'est vraiment d'établir l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui passe avant quoi dans votre ménage? Pour moi, la famille, c'est sûr que, indubitablement, c'est la priorité. Et s'entourer d'un bon réseau d'amis, un réseau bien diversifié. Donc moi, par exemple, j'ai un réseau très diversifié. J'ai des personnes qui s'occupent juste, des personnes qui m'aident juste à garder mon enfant. J'ai des personnes à qui, si j'ai peut-être une information à demander, je vais aller les demander. Fait un réseau bien diversifié de bonnes personnes, de personnes fiables et de personnes de confiance. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, chère dame. Alors, eh bien, docteur Adèle, professeur, nous avons parlé des enfants. Et très honnêtement, on a évoqué également l'importance de leur éducation. J'ai envie de dire ici, pour refermer ces parenthèses très enchantées, que la femme, ça, je prends les hommes à témoin, la femme est le seul moyen de transport par lequel on vient sur la terre. Vrai ou faux? Bon, applaudissons encore pour les femmes alors, s'il vous plaît. Le seul moyen de transport unique. Alors, personnellement, je voudrais rendre hommage à Dr Adèle pour ce qu'elle fait parce que je l'ai vu en action, je l'ai vu sur le terrain des opérations auprès de son mari. Il s'agit là d'un couple de référence, un couple modèle, que je vous invite d'ailleurs à côtoyer de temps en temps, surtout vous les jeunes qui arrivez à l'instant. C'est le même cas aussi pour le professeur. Allez vers vos aînés, vers vos dévanciers, certainement vous allez tirer beaucoup de choses. Eh bien, merci encore, cher public, merci.